Bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition du Journal des Biotech. Toutes les 2 semaines, j'analyse en compagnie de Pierre-Louis Germain, rédacteur en chef de Biotech Finance, l'actualité du secteur des sociétés de santé innovantes. Au programme pour cette édition, le fonds BioDiscovery 5 d'Edmond de Rothschild Investment Partner ou encore la formidable hausse de Poxel en bourse. Et puis, pour l'interview, nous recevrons Alexia Pérouse, directrice générale de iBionext. Le Journal des Biotech, c'est maintenant. Et on commence par ce point d'actu. Bonjour Pierre-Louis Germain. Bonjour Laurent. Alors, première semaine de février, un événement important avec le lancement d'un fonds. Je veux bien sûr parler de BioDiscovery 5 d'Edmond de Rothschild Investment Partner. Et ça, pour vous, c'est un des éléments marquants de ces dernières semaines. Oui, bien sûr, parce que Edmond de Rothschild, c'est l'un des principaux fonds de capital risque en sciences de la vie en France. C'est l'un des leaders, l'un des 2 leaders avec Sofinnova. Il boucle un fonds qui va faire 345 millions d'euros et dont presque un tiers des encours seront a priori réservés à des biotech françaises. Donc c'est un bol d'oxygène, une bouffée d'oxygène importante pour le secteur. Ça va permettre de financer des sociétés avant bourse, voire même des sociétés déjà cotées. Ça fait vraiment du bien à l'écosystème d'avoir un acteur de cette taille-là. C'est ouvert aux particuliers, ça? Alors non, c'est un fonds de capital risque, donc c'est pas ouvert aux particuliers, c'est des tickets assez élevés, c'est plutôt des investisseurs institutionnels ou des family office qui investissent. Voilà, pour des tickets qui peuvent aller jusqu'à 1 million d'euros, qui sont de l'ordre d'1 million d'euros. Un beau ticket d'entrée quand même. Et donc vous nous dites en gros que ça peut, même si ce n'est pas pour du côté, ça peut être bénéfique pour le secteur dans son ensemble. Alors c'est bénéfique à plusieurs titres. D'abord parce que ça va permettre de mieux financer des sociétés qui sont encore non cotées, qui sont en phase de capital risque et qui demain, pour certaines d'entre elles, iront en bourse. On l'espère avec les reins plus solides. Ouais. C'est important aussi parce que ce fonds a une telle taille, 345 millions d'euros, on n'a jamais vu ça en France, qui va probablement permettre de financer aussi des sociétés cotées. D'ailleurs, Edrip, avec BioDiscovery 5, a déjà financé, investi au capital d'Erytech. C'était à la fin de l'année dernière, c'était déjà coté, c'était pour son introduction sur le Nasdaq. Enfin, ça montre qu'il y a un appétit fort des investisseurs institutionnels. Et a priori, s'ils ont de l'appétit pour les biotech non cotées, ils en auront aussi pour les biotech cotées. Eh bien, tiens, biotech cotées, ça tombe bien, je vais vous parler de Poxel. Formidable séance de hausse pour Poxel, c'était lundi 12 février, quasiment 20%, avec un accord, allez, on peut le dire, un peu inattendu pour la biotech lyonnaise. C'est vrai que Poxel manquait une biotech spécialisée dans les produits oraux pour le traitement du diabète de type 2 précoce, voilà, pour remettre un petit peu le cadre, a signé ce partenariat pour les États-Unis et l'Europe, et c'était assez inespéré, vous l'avez dit. Ils ont signé fin 2017 un accord pour le marché japonais, qui était peut-être le plus facile, entre guillemets, à accéder pour eux. Mais les analystes, les investisseurs, les journalistes n'attendaient pas Poxel avant plusieurs années sur un partenariat américain. Il faut dire que la thématique du diabète est peut-être moins populaire, on va dire, qu'elle ne l'était il y a encore quelques années, non? Effectivement, et notamment quand Poxel est entré en bourse en 2015. Depuis, il y a une certaine réticence des industriels. Le marché du diabète, c'est un marché où il y a beaucoup de produits, beaucoup sont génériqués, il y a une pression qui est forte sur les prix, donc c'est difficile d'amener une innovation et de justifier un prix élevé si on ne fait pas vraiment des performances très importantes par rapport aux produits existants. En plus, dans le diabète, les essais cliniques, c'est des milliers de patients, des centaines de millions de dollars, donc les industriels sont assez réticents. On attendait en fait que Poxel présente d'autres résultats, une success story au Japon, des résultats cliniques dans des sous-populations de patients pour espérer avoir cet accord. Finalement, ils l'ont eu bien avant l'heure. Bon, mais qui est l'heureux élu, justement? Quelle est l'autre partie de cet accord avec Poxel? Alors, le partenaire s'appelle Roivant, c'est une biotech, une espèce de biopharma suisse-américaine. Suisse-américaine, basée en Suisse, mais surtout active aux États-Unis. C'est une société qui a beaucoup d'argent, puisqu'elle a levé plus d'1 milliard de dollars l'an passé. C'était au mois d'août 2017. C'est en même temps une société qui a connu un gros échec clinique un mois après, dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, c'est une société, peut-être l'explication, c'est que c'est une société peut-être un peu désespérée, qui avait besoin de remplir son portefeuille de projets avec de nouvelles choses pour redonner confiance à ses investisseurs. Et ça explique peut-être qu'il se soit si tôt, en tout cas, sans que personne ne l'anticipe, voilà, qu'ils se soit intéressés à Poxel avant qu'on s'y intéresse. C'est peut-être une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a tout de suite des sous en jeu? Est-ce que la biotech française va recevoir un petit montant? Alors, déjà, ce partenaire va financer les phases cliniques, ce qui est important, parce que Poxel n'a pas du tout les moyens de le faire, n'a jamais été question de le faire. Ensuite, ils vont percevoir un upfront de 35 millions de dollars. Donc ça, c'est pour Poxel. Ça, c'est immédiat. Tout de suite.
Ah, c'est une bonne En nouvelle. plus, Roivant va investir au capital de Poxel, D'accord. 12 millions d'euros, à un cours beaucoup plus élevé, 8,50 € Que vendredi avant l'annonce de l'opération. Oui. et même lundi. Ouais. Donc il y a une vraie surcote, c'est relutif pour les actionnaires existants. Et puis après, bon, il y a toute une série de paiements conditionnels en fonction de la réussite du projet. Il y aura des redevances sur les ventes. Tout Jusqu'à ça, 600 millions, j'avais voilà, Bon, on jusqu'à n'en est pas 600 encore là. millions. Tout ça, c'est encore de la science-fiction. Ouais. Mais en tout cas, ça permet surtout à Poxel d'avoir 2 partenaires pour le monde entier pour développer son produit phare. Bon, ça c'est bonne nouvelle pour Poxel. Une bibliothèque pour laquelle le news flow est peut-être un petit peu moins positif, Adocia, qui attaque carrément en justice Lilly et puis qui lui reproche quoi? D'avoir volé un peu sa technologie, c'est ça? Alors c'est Dans le domaine de l'insuline? C'est le dernier chapitre d'une histoire assez orageuse entre Eli Tumultueuse, Lilly ouais. et Adocia, qui avait commencé au début des années 2010. Il y avait déjà une rupture de partenariat, ils avaient renoué, ils ont rompu ce partenariat début 2017. Adocia avait attaqué déjà fin 2017 Eli Lilly, lui demandant 10 millions d'euros pour avoir changé les termes de l'accord. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus grave. D'abord, ils demandent 200 millions. 200 millions. Et ils accusent carrément Ouais. Eli Lilly d'avoir, en gros, piqué des données, peut-être pillé de l'information et des données cliniques à Adocia. On n'en sait pas vraiment plus, mais l'accusation est beaucoup plus grave. Il faut savoir que quand Eli Lilly a abandonné Adocia il y a 1 an, en même temps, elle a présenté aux investisseurs son propre projet d'insuline ultra rapide, c'est-à-dire un projet directement concurrent de celui d'Adocia. Elle l'a présenté aux investisseurs, donc il y a peut-être un Le lien, doute est permis, à défaut. à défaut de communication de la société qui ne dit rien. D'accord. Et j'ai cru lire qu'ils s'attendaient peut-être à une décision de justice dès ce semestre-là. C'est ce qu'ils ont C'est ça communiqué, effectivement, ça passe par un tribunal arbitral. Ça semble assez peu crédible, non, comme ça, Pierre-Louis? C'est difficile de le dire. Encore une fois, d'abord, c'est c'est un tribunal arbitral, donc Ouais. c'est une juridiction particulière. Mais bon, la société a une communication très agressive sur le sujet et promet effectivement, Bon. peut-être pas un verdict, mais en tout cas des éléments de Quelque chose. réponse ce semestre. On en reparlera. Et puis on voulait terminer par votre valeur coup de cœur, l'Isogène. Pourquoi donc ce coup de cœur? Alors parce que l'Isogène, c'est une société qui est entrée en bourse il y a à peu près 1 an, qui a eu assez peu d'actualité. Plutôt discrètement, il faut le dire. Plutôt discrètement, c'était pas une grosse levée de fonds, hein. C'était de l'ordre de 15-20 millions d'euros. Durant ce temps, elle n'a pas raconté grand-chose, mais elle a travaillé dur pour améliorer son produit. Faut Qu'est-ce savoir qu'ils font, que, l'Isogène? Oui. alors l'Isogène, il développe une thérapie génique pour le traitement d'une maladie rare, génétique, qui s'appelle la maladie de Sanfilippo, et pour lequel aujourd'hui, il n'y a aucun traitement. Mhm. Il y a 2000 patients dans le monde, il n'y a aucune solution pour eux, c'est des enfants. Et elle s'est engouffrée dans ce marché de niche où il n'y a personne. Et elle est aujourd'hui leader avec un produit qui a été beaucoup amélioré, avec un réseau incomparable de médecins et de centres de Vous référence. disiez avant qu'ils avaient bien bossé, hein, qu'ils avaient bien fait leur dossier, qu'ils avaient véritablement créé des relais au sein de la profession. Ils qu'ils se sont avaient, vraiment positionnés comme leaders dans cette ère thérapeutique. Donc il y a 2 choses qui sont intéressantes. La première, c'est que ils sont toujours leaders et ils vont lever des fonds cette année probablement ou trouver un partenaire industriel pour entamer la phase finale du développement clinique. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a d'autres sociétés qui se positionnent derrière l'Isogène, qui sont toujours derrière, mais qui se positionnent. Ça veut dire qu'on peut s'attendre cette année à ce que l'industrie pharmaceutique, les investisseurs s'intéressent à l'Isogène, s'intéressent à la maladie de Sanfilippo et s'intéressent à cette société qui est largement sous-valorisée. Bon, et bien voilà pour ce coup de cœur. Merci Pierre-Louis Germain. Tout de suite, l'interview. Et nous recevons pour la grande interview du journal des biotech Alexia Pérouse, directrice générale de iBionext. Bonjour Alexia. Bonjour. Alors iBionext a une actualité chargée. Vous venez de lancer votre fonds. Vous avez levé à 90 millions d'euros. Le fonds s'appelle, je crois, iBionext Growth. Vous avez une approche originale. Vous êtes derrière quelques success stories à la française. On peut citer Pixium, Gainsight. Et vous revendiquez une approche, allez, on va dire, vous accompagnez ces sociétés de santé innovantes de la création à la maturité. Ce sera un peu l'esprit de ce fonds aussi? Ouais, c'est tout à fait ça. On s'est vraiment inscrit dans une lignée qui est différente de l'investissement pur, c'est-à-dire qu'on construit des sociétés et c'est pour ça qu'on a appelé finalement iBionext, qui est plus qu'une société de gestion, mais vraiment un start-up studio. Donc on a des idées d'innovation, de rupture. On va quelque part écrire le film, on va mettre en scène le film, on va prendre les différents acteurs qui sont les personnes de l'entreprise et on va développer le produit pour en faire un film complet. Donc voilà, on a vraiment une vision globale et non pas être sur une case d'investissement avec l'objectif de refaire des leaders en France en santé, ce qui nous a échappé depuis plus d'une dizaine d'années.
Alors, vous avez fait des investissements dans des aires thérapeutiques assez différentes, hein, dans le neuromorphisme avec Pixium, dans la thérapie génique avec GenSight, Laurent en a parlé. Il y a aussi beaucoup d'innovations, ce que je trouve intéressant, aux frontières entre la technologie et la biotechnologie. Il y a des jeux vidéo thérapeutiques, il y a des choses dans l'intelligence artificielle. C'est quoi le portrait type des projets qui vous intéressent aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est vraiment la rupture technologique et de fait, la rupture en santé a évolué. C'est-à-dire qu'avant, c'était très pharmaceutique, c'était très chimique, etc. Aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique et on est dans l'ère d'une nouvelle approche. Et on a une convergence des disciplines qui est en train de se retrouver entre tout ce qui est mathématiques, hardware, qui vont finalement fusionner avec la biologie et on arrive vraiment sur la compréhension dont fonctionne le cerveau et nous amène sur des solutions thérapeutiques ou de diagnostic ou de monitoring qu'on n'avait pas il y a une vingtaine d'années. Et c'est assez drôle de voir ces cycles, hein, c'est-à-dire que quand j'ai commencé le capital risque il y a maintenant quasiment une vingtaine d'années, les fonds étaient mixtes. Et puis ils se sont séparés tous dans les années 2000, 2005 avec les différentes crises. Chacun s'était spécialisé sur son secteur. Côté, oui. Mais aujourd'hui, à l'aube de 2020, ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, vous avez tous un smartphone. Ce smartphone peut vous aider pour la santé. Par contre, il ne faut pas que ça reste juste une appli qui soit un gadget. Oui, voilà. Il faut une vraie valeur clinique. Il faut avoir une vraie prise en charge et on s'insère dans le parcours de soins du santé. Donc nous, en parlant de rupture, à partir du moment donné où c'est une rupture technologique, qu'on n'est pas dans de l'innovation juste incrémentielle, on va forcément sur cette convergence des disciplines. Et c'est aussi notre savoir-faire. Du fait d'avoir un startup studio, de pouvoir mettre différentes personnes de différentes expertises au sein du même endroit et de pouvoir établir des nouvelles solutions. Quelles que soient les aires thérapeutiques. Quelles que soient les aires thérapeutiques. Donc on est beaucoup sur le cerveau, mais là aussi on a des choses qui arrivent sur l'autonomie, donc ça va aller sur toutes les maladies chroniques. Dans les maladies chroniques, ça va être la vieillesse, la neurodégénérescence, ça va être la cardiologie, parce que c'est aujourd'hui une maladie chronique, ça va être tout ce genre d'applications santé. Alors derrière Ibionext, qui est Ibionext Growth, qui est un fonds, il y a des investisseurs qui souscrivent. Alors aujourd'hui, qui séduisez-vous le plus facilement avec votre approche? Est-ce que c'est plutôt des investisseurs institutionnels, financiers? Est-ce que c'est plutôt peut-être un peu des industriels de la santé, de la pharma? Alors ça a été très varié. On a eu, je dois le dire, on a peu d'industriels. On en a avec des bons tickets, mais très très peu. On s'est heurté à une difficulté en fait sur les industriels santé. C'est que soit finalement ils ont leur équipe de R&D et ne sont pas prêts à investir dans des fonds, soit ils ont mis des équipes venture en interne qui font plus du business développement, mais enfin bon, du coup ils vont pas investir dans des fonds concurrents. Et surtout, c'est qu'on avait beaucoup milité sur un décret corporate venture qui a été mis en place. Et moi, j'ai essayé de l'utiliser pour attirer justement l'argent de certaines filiales de grands industriels américains. Et en fait, c'est pas encore très au point. Ça apparaît plus compliqué qu'autre chose. Donc, on les a pas attirés par ce biais du corporate et open innovation. Par contre, on a eu un bon soutien institutionnel. On a eu vraiment un fort soutien de mutuelles et caisses de prévoyance qui se rendent compte que le parcours de soins est en train d'évoluer, qu'ils doivent se rapprocher justement des nouvelles solutions technologiques qu'on va mettre au point et qui sont curieux et qui ont montré une certaine ouverture. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. Et puis un renforcement de family office, d'entrepreneurs qui ont aimé cette approche opérationnelle de se dire on construit nos sociétés, parce que le fonds, tout à l'heure on l'a dit, c'est 90 millions d'euros, il va être investi seulement dans 6 sociétés qu'on a pré-qualifiées, qu'on a fait mûrir pendant plusieurs années. Donc les personnes qui ont investi chez nous ont vu ces startups, elles y croient, puisqu'elles nous ont rejoints, et ils aiment beaucoup cette approche opérationnelle de se dire bon ben, on va pas investir sur 15-20 boîtes, par contre on est capable de mettre 15-20 millions d'euros sur ces 5 à 6 boîtes. Et ça, ils aiment cette approche vraiment de façonnage jusqu'au bout. Donc des entrepreneurs qui ont réussi en France et qui reviennent investir dans des fonds, ça fait plaisir. Alors justement, si on parle de ces 5-6 sociétés, à partir de quel moment, quelle est la durée à partir de laquelle on peut imaginer, vous voyez ma question, parce qu'on est sur Boursorama, les retrouver en bourse? On sait que c'est un secteur pour lequel les investisseurs particuliers ont beaucoup d'appétence et que c'est un secteur qu'ils apprécient. Alors, moi, je pense qu'elles peuvent aller en bourse assez vite, mais l'objectif n'est pas de faire très vite. L'objectif, c'est vraiment justement de les amener à une maturation telle que l'introduction en bourse soit une introduction de sortie et non pas une introduction en bourse de refinancement. Parce que dans le modèle Ibionext, on a beaucoup lutté sur ça, pour avoir fait, moi, beaucoup d'IPO dans les années 2000. Lorsqu'on avait besoin de chercher 30-50 millions d'euros
on allait en bourse. C'était le seul moyen. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut... et on savait que 18-24 mois après, il fallait retourner parce qu'on n'avait pas atteint la profitabilité ou on n'avait pas les accords qu'il fallait. Aujourd'hui, notre modèle est de dire, mettons 50 millions d'euros, voire plus, en non coté avant de faire notre introduction en bourse. Et elles peuvent toutes le faire dans les 2-3 années à venir, avec des levées en bourse qui seront plutôt, du coup, des levées en bourse de 80, 100, 150 millions d'euros. Donc on veut décaler le curseur. L'essentiel de l'effort financier est fait avant, hein, c'est ce que vous m'expliquez en fait. Avant et toujours être en fait plus ambitieux. En non-coté, en coté, à la manière des États-Unis, pour pouvoir refaire des capitalisations boursières qui reviennent à des 500 millions, le milliard, etc. Ce qu'on a difficilement sur des PME innovantes en France qu'on n'a pas aujourd'hui. Mais alors donc vite, si je vous retiens, c'est quoi? C'est 2-3 ans, c'est ça à peu près? Elles peuvent le faire en 2-3 ans, toutes, mais encore une fois, il faut le faire au bon moment. Et pour avoir un maximum de valorisation sur la capitalisation. Il ne faut pas que ce soit l'unique moyen de refinancement. Ça, c'est très important pour nous dans notre modèle. Bon, vous venez à peine de lancer un premier fonds et pourtant on va déjà parler de l'avenir. On va déjà vous parler du prochain puisque je crois que vous avez le projet d'en lancer un autre d'ici fin peut-être de cette année ou début de l'année prochaine, d'un montant encore plus élevé de 150 millions d'euros. Est-ce que vous sentez toujours de l'appétit des investisseurs institutionnels pour cette thématique des biotech, surtout quand, il faut le dire, on attend encore un vrai grand succès d'une biotech cotée en France pour venir mettre un petit peu la clé de voûte de tout cet écosystème français quelque part. Mais vous avez raison, vous l'avez dit, il nous manque ces grands succès. Par contre, ce qu'on voit, nous, dans les personnes qui nous ont rejoints finalement sur 90 millions d'euros, premier fonds sur 6 sociétés, ce qu'ils ont aimé, c'est justement ce modèle de rupture, parce que le modèle Ibionext est aussi un modèle de rupture de financement. Et ils ont aimé ça, parce qu'ils se rendent compte, tous les institutionnels, qu'on a besoin de recréer un cycle vertueux de financement et qui doit être axé sur la croissance. Donc les modèles un peu inédits tels qu'on l'a créé, finalement les attire. Ça manque un peu, c'est ce que vous nous dites. Voilà, c'est ce qui manque. Aujourd'hui, il nous manque d'avoir des sociétés qui sont financées de façon ambitieuse avant d'aller en introduction en bourse, avant de devenir indépendante pour refaire des leaders nationaux. C'est vraiment l'objectif. Et donc ce modèle a séduit, donc je pense qu'en fait on y va assez vite. Pourquoi? Parce qu'en fait on a déjà travaillé aussi d'autres projets, on a déjà un portefeuille préqualifié qui est en train d'émerger et qui va être prêt à la fin de l'année. Donc si on ne veut pas que ces nouvelles pépites nous échappent, il faut que Fonds 2 arrive assez rapidement. Et c'est pour ça qu'en effet, Fonds 1 et Fonds 2 vont être en parallèle pour recréer ce cercle vertueux. Et encore une fois, on ne parle pas de 50 startups, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être extrêmement ciblé, qualité et la capacité à devenir un leader. C'est vraiment ce qu'on cible. Et donc, il ne faut pas les rater. Et donc, on va relever, à peine fini, on va relever Grosse Fund 2. Vous viendrez nous en reparler? Bien sûr. Le moment donné. Grand plaisir. Merci beaucoup, Alexia Pérouse. Merci à tous les deux. Le journal des biotech est désormais terminé. On se retrouve dans 15 jours avec Pierre-Louis Germain de Biotech Finance pour vous parler toujours de l'actualité du secteur des biotech. Merci, à bientôt.